Ok, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. C'est impressionnant et très stressant en même temps. Et donc du coup, voilà, je vous avais parlé pour ceux qui étaient là l'année dernière des coraux. Et ce soir, je vais vous parler des oiseaux. En tout cas, je vais essayer de bien le faire. Et plus particulièrement, du coup, des oiseaux de Polynésie, centrés sur ce qu'on va appeler l'Est polynésien. Donc l'Est polynésien, en fait, c'est toute cette zone ici qui regroupe à la fois la Polynésie française, mais aussi les Cook, l'archipel de la Ligne et l'île de Pâques. Et donc voilà. Donc quand on parle de cette région du Pacifique, on pense à beaucoup de choses en fait, mais pas forcément aux oiseaux. Hein. La première image qui nous vient, c'est des belles îles, des beaux lagons, des tortues, des coraux, la nage avec les baleines, la nage avec les requins, tout à juste titre, hein, parce qu'ils sont très présents ici et quand même très emblématiques. Mais ce qui est dommage en fait, c'est qu'on passe souvent à côté des oiseaux qui pourtant en fait sont extrêmement quand même diversifiés, et extrêmement colorés. Autant au niveau des oiseaux marins, comme ici avec ce fou à pieds rouges, qu'au niveau des oiseaux terrestres. Hein. Par exemple, à Moorea, juste derrière dans la vallée ou même autour du Criab, vous pouvez entendre, voir justement, le martin chasseur de Young ou le petit lobe de la société. Mais voilà, ils sont très diversifiés. Hein. Vous avez plusieurs espèces de petits lobes, donc c'est magnifique pigeon vert. On a aussi des monarques, des rousserolles, on a des pigeons géants, les carpophages, de magnifiques petites perruches aussi, comme le lorinonnette ou le lorid cool. Et voilà, c'est déjà ça. Et donc du coup voilà. Donc ce soir, je vais vous parler des oiseaux de cette zone-là. Donc ce qu'on appelle le triangle polynésien, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt valable, mais au niveau culturel, plutôt que faunistique, en fait, parce que les faunes en fait, qu'on va observer en Nouvelle-Zélande ou à Hawaï, au final, vont être relativement différentes, en fait, par rapport à ce qu'on observe en Polynésie française jusqu'aux Fidji. Et donc du coup, moi, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est les oiseaux de Polynésie de l'Est, avec un petit clin d'œil sur l'Ouest. Alors il faut savoir que ce qu'on appelle la Polynésie de l'Ouest est composée d'îles à la fois continentales et océaniques, alors que la Polynésie de l'Est est constituée d'îles exclusivement océaniques. La Polynésie de l'Est, elle est séparée, par exemple, des Tonga et Samoa depuis l'Éocène, soit environ 50 à 33 millions d'années, donc ça fait quand même un paquet de temps. Et donc c'est à prendre en compte aussi. Donc du coup, voilà, les îles océaniques, hein, elles naissent de volcans, on le sait. Donc quand elles sont jeunes, en fait, comme Tahiti par exemple, elles vont être très hautes, des très belles montagnes, avec en général un lagon qui va pas être très très développé et voire pas développé du tout en fait. Quand elles vont vieillir, ces îles, en fait, elles vont s'enfoncer dans l'océan. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte pour les oiseaux. Parce que du coup, ces îles s'enfoncent dans l'océan en vieillissant, les montagnes deviennent de plus en plus petites, le lagon s'agrandit, et il y a des motus en général en fait, qui vont naître autour de ces îles-là. Puis, une fois qu'elles sont très très vieilles, en général, l'île a complètement disparu, et donc au centre, on a un magnifique lagon, c'est ce qu'on va appeler les atolls, entouré donc par des motus, comme ici par exemple à Tikeo ou Anguirua. Mais parfois, en fait, ces atolls, ils ont un peu une seconde vie. Et c'est le cas, par exemple, pour Makatea. C'est-à-dire le lagon va ressortir de l'eau, et c'est ce qu'on va appeler donc des atolls surélevés. Et ça, par exemple, Makatea, ça va être dû à la naissance en fait de Tahiti et Moorea. Leur poids hyper important en fait a fait que le lagon à Makatea s'est surélevé et a donné naissance à cette magnifique île également habitée par de magnifiques espèces d'oiseaux. Quand on parle îles et oiseaux, du coup on a aussi des plantes. Donc il faut savoir que la Polynésie française accueille également une très haute diversité de plantes avec beaucoup d'espèces endémiques et des paysages hyper variés, hein, que ce soit à l'intérieur des terres, sur les îles hautes ou sur la côte, mais aussi entre les îles hautes, comme ici à Tahiti, ou ici à Tetiaroa sur les atolls. Vraiment des paysages et des espèces très différentes. Donc en général, en fait, on va avoir beaucoup plus de diversité au niveau des plantes
sur les îles hautes avec un très haut taux d'endémisme en fonction de où on va se placer, sachant que sur ces îles-là, en général, le milieu près de la côte a été quand même très fortement dégradé et a beaucoup changé. Et sur les atolls, du coup, on va avoir en général moins d'espèces et aussi moins d'endémisme. Mais ça n'empêche que ça va être des forêts qui restent quand même riches et également très importantes. Et malgré tout ce qu'on peut imaginer, en fait, les forêts de cocotiers, par exemple, c'est pas du tout naturel en Polynésie. Si vous allez sur un motu avec une forêt polynésienne, on va dire, ça va plutôt être des grands arbres comme les Pisonia ou alors des pandanus, quoi, constituant des forêts quand même vraiment très denses et un paysage peut-être moins attractif d'un point de vue touristique, mais très important d'un point de vue biologique. Et puis donc toutes ces plantes, en fait, elles sont arrivées principalement en fait de Mélanésie et de Micronésie grâce au vent, au courant, mais également aux oiseaux. Et commencer par les oiseaux, déjà je voulais vous montrer un peu les différences entre ce qu'on peut trouver à l'ouest, donc la Polynésie de l'ouest, et la Polynésie de l'est. Donc ça c'est juste une petite balade en fait d'une journée sur l'île de Savu, aux Fidji, donc qui fait encore partie de la Polynésie de l'ouest. Et du coup on va retrouver des assemblages qui vont être en termes d'espèces, qui vont être différents par rapport à ce qu'on peut retrouver en Polynésie française par exemple. Ce qui va être particulier là-bas, c'est qu'on va avoir déjà encore des rapaces prédateurs qui sont naturellement présents. Le busard de Gould là-bas est présent naturellement alors qu'il ne l'est pas ici. On va avoir l'autour des Fidji qui est endémique. On va encore avoir des loris, des martins chasseurs, des carpophages, différents monarques, des méliphages, des oiseaux qu'on ne trouve pas ici. Et par exemple aussi des perruches masquées, des très grosses perruches qui, elles, ont disparu de Polynésie française il y a quand même quelques temps. Et puis certains groupes d'oiseaux, comme les échenilleurs, qui seraient potentiellement jamais arrivés en fait, jusqu'en Polynésie. Mais ça reste à voir, puisque c'est débattu en fonction des scientifiques et aussi en fonction des études archéologiques qui sont faites, puisque les petits os sont quand même plus difficiles en général à retrouver que les gros. Et il faut savoir que ces assemblages, leur limite, en fait, ça va être Niue, donc c'est une petite île, et ça va être la limite est, en fait, des assemblages en termes d'espèces pour les oiseaux de Polynésie de l'Ouest. Mais ça n'empêche que, malgré l'apparente diversité moindre, en fait, en Polynésie de l'Est, on a quand même pas mal d'oiseaux. Et si, par exemple, en fait, vous regardez les Fidji et les Tonga, on va avoir qu'une seule espèce de martin chasseur, alors que si on rentre en Polynésie de l'Est, on va commencer avec les Cook, avec le martin chasseur de Mangaya, puis on va arriver en Polynésie française où en fait on va avoir 5 espèces actuellement de martin chasseur, dont 3 aux îles de la Société, avec le martin chasseur respecté aux îles sous le vent, le martin chasseur de Young, que je préférerais de Moorea, du coup, ici, et le martin chasseur respecté, qui lui vit à Tahiti. Donc moins d'espèces, mais quand même beaucoup d'endémismes, beaucoup d'espèces uniques au monde, ce qui les rend d'autant plus précieuses, en fait. Mais pas seulement. Les principales espèces terrestres qu'on trouve en Polynésie, ça va être des pigeons géants, comme les carpophages de la Société, par exemple, les martins chasseurs, comme je vous l'ai dit. On va retrouver les monarques, les rousserolles, les petits lopes, donc ces magnifiques pigeons verts, les salanganes, donc qui s'apparentent un peu à des martinets, et puis les magnifiques loris également. Donc il faut savoir que la colonisation des îles, en fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Tout d'abord, est-ce que ces îles vont être isolées ? À quel point il y a d'autres îles, en fait, qui permettent de constituer un réseau, en fait, en quelque sorte, pour permettre l'arrivée des espèces. La taille aussi va être un facteur assez important. Si on prend les îles des Fidji, en général, elles sont quand même plus grandes, donc plus propices à plus d'espèces que ici, où en termes de superficie, quand même, elles sont assez réduites. Mais on verra que c'est pas si vrai par la suite. Le relief, également, est important. Il y a la compétition entre espèces. Donc les îles, c'est quand même des milieux
qui sont réduits, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles se partagent l'espace, et l'espace étant limité, du coup il y a obligatoirement une compétition possible qui commence. Et puis bien évidemment, il faut assez d'individus qui arrivent sur l'île pour permettre d'avoir une population, et des individus, il faut qu'ils soient adaptés, hein, c'est mieux pour avoir une population viable. Dans les caractéristiques, en général, c'est des oiseaux qui sont assez généralistes, hein, ils ne sont pas forcément très regardants sur leur nourriture, les oiseaux terrestres endémiques, et ils ont des répartitions quand même assez larges sur les îles, avec quand même quelques exceptions. Notamment sur les îles hautes, par exemple, ils vont pas forcément tout en haut, ou par exemple à Moorea, ils vont pas forcément jusqu'en haut des pics, donc il y a quand même une limite à ça. Et pour certaines espèces, il y a des limites de milieu également. Hein. Alors je disais, il y a des exceptions entre les petits lobes, hein, en fonction des Tuamotu de la société, ils vont être plus ou moins regardants sur leur nourriture, et aussi sur le milieu, hein, c'est ce que je disais. Si on prend la rousserolle des Tuamotu, on va la retrouver absolument partout. Elle chante à peu près dans tous les milieux, alors que celle de Tahiti, comme celle qu'on avait ou a peut-être à Moorea, elle est inféodée au bambou. Donc quand même des grosses différences qui fait que les espèces, malgré qu'elles puissent se ressembler, elles peuvent être aussi différemment sensibles en fait. Et chaque groupe est spécialisé. Ils occupent ce qu'on va appeler une niche particulière sur ces îles. Donc en général, ici, on a les martins-chasseurs qui vont s'occuper des lézards et des plus gros insectes. Et puis on va avoir les monarques et les rousserolles qui, eux, mangent tout ce qui est petits insectes, tout en vivant en fait dans des milieux qui sont différents. Et lorsqu'on regarde les pigeons, donc les carpophages, les ptilopes et les gallicolombes, du coup, on va également avoir une spécialisation en fait de ces oiseaux. Hein, et les carpophages mangeant en général les plus grosses graines et les gallicolombes mangeant en général les plus petites graines. Et ça se fait aussi par étage, sachant que la gallicolombe vole peu, donc est principalement sur le sol. Et qu'une chose à retenir aussi avec ces très beaux pigeons aussi, c'est qu'ils sont absolument cruciaux en fait à la régénération des forêts polynésiennes. En fait, si ces pigeons disparaissent, du coup la forêt risque d'être mal en point. En tout cas, la forêt polynésienne telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et puis, il y a aussi des petites particularités qu'on retrouve, à ma connaissance, nulle part ailleurs dans le monde. Si je prends par exemple le chevalier des Tuamotu, donc c'est un magnifique petit oiseau qui se fait bien rare, mais qui persiste quand même encore en Polynésie. Il faut savoir que c'est un oiseau qui va... Les chevaliers, habituellement, c'est des oiseaux qui vont plutôt être proches de l'eau, à se nourrir d'invertébrés, de petits vers, de petites choses comme ça près du rivage. Et celui-là, il a la particularité aussi de pouvoir se nourrir de nectar en fait sur certaines fleurs. Et ça en fait vraiment en fait un cas unique au monde à ma connaissance. Donc voilà, une chose de plus qui fait que la Polynésie a vraiment des oiseaux uniques au monde à conserver de toute urgence, quoi. Parmi les autres caractéristiques des oiseaux endémiques terrestres, peu importe où on se situe dans le monde, c'est qu'en général, ils ont une reproduction assez lente. Je parle sur les îles. Ils sont assez confiants. C'est pour ça que quand vous les trouvez, en général, ils vont peu fuir, en fait. Tout simplement parce que c'est des milieux où il n'y avait pas de prédateurs. Et comme il n'y a pas de prédateurs, ils n'ont aucune raison de fuir. Ça ne va pas être une question de sauvage ou domestiqué, c'est juste présence ou absence de prédateurs. Des oiseaux qui ont été chassés dans le passé, eux vont naturellement fuir, qu'ils soient endémiques ou pas endémiques. Et puis pour certains, ils vont avoir une perte d'aptitude au vol, que ce soit vol longue distance, voire vol complet. Hein. On se souvient du kiwi ou du dodo, par exemple. Et parfois, il y a aussi le gigantisme. Donc du coup, en Polynésie, ça va être les pigeons géants, et sur d'autres îles, comme en Nouvelle-Zélande, ça va être les moas, par exemple, ou certains aigles aussi. Donc voilà quelques caractéristiques des oiseaux terrestres endémiques. Il faut savoir que la plupart d'entre eux, ils viennent de Mélanésie et de Micronésie. Ils ont colonisé à peu près toutes les îles, sauf Marotiri et Salaï Gomez.
Et comment ils sont arrivés là? Du coup, d'abord, il ne faut pas les sous-estimer. Hein, comme je l'ai dit, c'est qu'avant qu'ils colonisent certaines îles, en fait, ils avaient potentiellement en fait, des aptitudes au vol de longue distance. Hein, les petits-lopes, on voit encore certaines populations qui sont capables en fait, de migrer plus ou moins longuement entre certaines îles. Et puis des accidents aussi. Hein. Les cyclones, l'air de rien, ça peut trimballer des organismes sur de très très grandes distances. Hein. Si je prends par exemple la France aussi, sans parler de cyclones, une tempête tropicale peut amener des oiseaux nord-américains jusque dans le Finistère. Et du coup, imaginez, hein, le Pacifique, c'est la même chose. Un bon gros cyclone de temps en temps, ça peut amener potentiellement quelques oiseaux qui peuvent s'adapter et former une nouvelle population. Et une chose qu'on ne prend pas assez en compte aussi, et qu'il faut rappeler, c'est qu'on a beau tout détruire, on fait quand même partie en fait de l'écosystème. Et donc du coup, on joue un rôle là-dessus. Là, pour l'instant, on le retient surtout qu'on amène plein d'espèces invasives. Il faut imaginer que dans le passé, les Polynésiens aussi voyageaient avec des animaux et ils avaient certaines espèces endémiques, par exemple les lorinonettes, comme un peu des oiseaux de compagnie, quoi. Et ce qui fait qu'ils ont potentiellement contribué en fait à augmenter l'aire de répartition de ces oiseaux. Et c'est notamment imaginé pour l'île d'Aitutaki, pour le lorinonette, aux îles Cook. Il faut savoir que quand les oiseaux sont arrivés en Polynésie de l'Est, du coup, il n'y a pas eu de retour. Hein. On n'a pas, pour l'instant, on ne connaît pas d'espèce qui ait fait la migration au sens inverse pour les oiseaux terrestres endémiques. Donc ça s'est souvent traduit par des pertes d'aptitude de vol, hein, mais aussi des changements comportementaux. Si on prend les martins-chasseurs, par exemple, ils se sont spécialisés sur plein d'îles sans pour autant perdre leur capacité de vol, mais c'est simplement des changements comportementaux. Et ça a été montré aussi pour certaines espèces, en fait, que des changements en fait, de l'environnement pouvaient induire un retour en fait, du comportement migratoire. Donc voilà, il faut aussi se souvenir d'une chose, c'est que dans la nature, il y a rarement des choses qui sont fixes. Beaucoup de choses sont quand même assez plastiques et évoluent en fonction des changements. Mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, il n'y a pas eu de retour de ces espèces vers l'ouest, alors que si on prend l'Australie, par exemple, elle a été colonisée par les rousserolles de Micronésie et les monarques de Mélanésie. Donc encore une fois, vraiment pas sous-estimer les capacités de vol de ces petites espèces. Donc voilà, il y avait deux possibilités pour coloniser ces milieux, soit les voyages longue distance, hein, comme je l'avais dit, avec isolation et puis ensuite apparition de nouvelles espèces. Donc c'est en principe ce qui s'est passé le plus souvent. Mais il y a aussi la possibilité en fait que ces oiseaux, ils étaient déjà largement répartis en Océanie. Et en fait, cette colonisation, elle s'est faite progressivement. Cette colonisation, elle a pu se faire en un seul événement, hein, genre un martin-chasseur ancestral qui est arrivé, et en se répartissant sur les différentes îles, a donné différentes espèces de martin-chasseurs, ou elle a pu être multiple, comme c'est le cas pour les rousserolles. C'est-à-dire qu'il y a eu, et c'est le cas pour énormément d'espèces au final, c'est plein d'événements en fait au fur et à mesure de l'histoire de ces îles, qui ont contribué à construire de la biodiversité de ces îles. Actuellement, en fait, ce qu'on observe en Polynésie française, en tout cas, c'est qu'il y a une seule espèce par genre. Si vous allez sur une île, vous allez voir une seule espèce de martin-chasseur. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on se balade beaucoup plus à l'ouest. Fonction des espèces aussi, on peut voir que certaines espèces sont quasiment aussi vieilles que les îles qu'elles ont colonisées, c'est-à-dire que dès l'apparition de ces îles-là, en fait, très peu de temps au sens géologique du terme, ces espèces sont arrivées, alors que pour d'autres, pour les rousserolles par exemple, elles sont beaucoup plus jeunes, dans le sens où la rousserolle par exemple a colonisé des îles qui étaient apparues déjà depuis bien longtemps. La Polynésie, c'est pas seulement les oiseaux terrestres, c'est aussi les oiseaux marins, donc vous en connaissez peut-être déjà avec les frégates, les fous et les très belles gigis. Faut savoir que c'est un point chaud pour les oiseaux marins, c'est-à-dire que c'est une zone extrêmement importante en fait pour leur reproduction, et que si ils peuvent plus se reproduire en Polynésie, et ça va entraîner quand même des pertes assez drastiques dans ces populations-là.
Donc vraiment retenir que c'est un point chaud pour les oiseaux marins dans le Pacifique. Mais retenir aussi qu'en fait les oiseaux marins, contrairement aux oiseaux terrestres, ils ont une répartition qui est assez large dans le Pacifique et que en fait pour certaines espèces on les trouve pas seulement dans le Pacifique, mais on va les retrouver aussi parfois dans l'Atlantique et l'océan Indien. Et il y a peu d'endémiques, mais il y en a quand même, avec par exemple le très beau puffin de Rapa qui va nicher exclusivement à Rapa. C'est-à-dire que s'il ne peut plus nicher à Rapa, il disparaîtra. Et il faut savoir que les pétrels et les puffins, ça fait partie des oiseaux en fait qui disparaissent très vite à l'arrivée des hommes en fait, parce qu'ils sont quand même extrêmement sensibles aux perturbations humaines. Et, la colonisation pour les oiseaux marins, elle s'est faite en principe d'un peu partout. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les oiseaux marins, en fait, c'est les oiseaux qu'on voit le plus, mais qu'en même temps, on connaît un peu le moins, quoi. Alors, on connaît très très peu leur histoire de vie, et c'est seulement récemment, et notamment grâce aux nouvelles technologies, qu'en fait, qu'on commence à élucider de plus en plus le mystère de ces animaux. Avant les balises GPS, par exemple, qui savaient que les frégates pouvaient rester 2 ans en vol à peu près sans se poser, ou les albatros Nouvelle-Zélande qui migrent vers les côtes chiliennes pendant environ 5 ans avant de venir se reproduire. Donc vraiment, la nouvelle technologie, elles aident également à découvrir les mystères de ces oiseaux. Et ces oiseaux, ils sont également extrêmement importants du coup à l'écosystème de ces îles, mais également à l'écosystème marin. J'en avais parlé sur les coraux. C'est que des colonies d'oiseaux en bonne santé sont souvent synonymes de récifs coralliens en bonne santé, puisqu'ils permettent en fait d'apporter tous les nutriments nécessaires en fait au bon fonctionnement de ces écosystèmes. Et puis certains endroits, ils ont aussi permis d'avoir des gisements de phosphate extrêmement importants. Donc c'est un peu discuté pour Makatea, ça peut avoir une origine à la fois des oiseaux, mais également à la fois des organismes du lagon qui se sont tout simplement décomposés. Mais si vous prenez les îles Ballestas au large du Pérou, par exemple, du coup, c'était des îles très riches grâce au guano en fait, de ces oiseaux marins. Et c'était sacré au temps des Incas, par exemple, là-bas. Et nous, on a très vite tout dévalisé, et c'est ce qui a notamment permis l'industrialisation de l'agriculture. Faut savoir aussi que les oiseaux marins, ils sont quand même, ils ont une relation assez particulière avec les milieux où ils nichent, et que par exemple les cocotiers, toutes les plantations de cocotiers, ça leur convient pas du tout. À part le nodi, il y a quand même très peu d'oiseaux marins, nodi brun, il y a quand même très peu d'oiseaux marins qui vont dans ces forêts, alors que dans les forêts de Pandanus et de Pisonia, il y a quand même beaucoup plus d'oiseaux marins qui y nichent et qui ont pratiquement une relation symbiotique avec ces plantes, puisqu'ils contribuent à la dispersion de ces plantes, mais également à leur vie, grâce aux déjections, voire à leurs cadavres, ça apporte des nutriments. Et les plantes sont également très importantes, puisqu'elles procurent en fait des supports pour leur nidification. Donc les oiseaux, ces oiseaux vont à la fois construire des nids, ou simplement poser leurs œufs sur une branche, et puis beaucoup d'entre eux, en fait, ils vont nicher au sol, ou dans des grottes, ce qui les rend également très très vulnérables en fait aux perturbations et à l'introduction de prédateurs. On n'a pas que des oiseaux terrestres et marins, on a aussi quelques oiseaux migrateurs en Polynésie. Donc on a le coucou de Nouvelle-Zélande qu'on va observer pendant l'hiver austral. Donc il va nicher exclusivement en Nouvelle-Zélande, puis venir passer ses vacances ici. Les jeunes semblent rester les 2 premières années de leur vie en Polynésie française avant de retourner en Nouvelle-Zélande. En ce moment, si on regarde près des plages, sur les golfs, les aéroports, on peut voir pas mal de pluviers fauves aussi. Tout au long de l'année, on a quand même on a les chevaliers errants qui sont quand même aussi un peu plus nombreux à cette période-là. Et on a les courlis d'Alaska. Donc courlis d'Alaska, ça donne aussi une idée d'où ces oiseaux viennent. Donc ces 3 espèces, par exemple, elles vont nicher en Russie, Sibérie, Arctique. C'est-à-dire qu'elles vont traverser en fait tout le Pacifique pour venir passer leurs vacances post-nuptiales. Ça a été montré par exemple que des barges rousses, en 2 semaines, en fait, elles étaient capables de relier l'Alaska à la Tasmanie. Vraiment, ça fait aussi partie des choses assez fabuleuses avec les oiseaux. Et une autre chose qui est pas mal aussi avec eux, c'est que ces comportements de migration, en fait, pourraient nous aider potentiellement à mieux prévoir
les cyclones. Je vous invite à aller voir le site Kivikwaka du muséum pour ça. Et on a quelques espèces à large répartition, c'est-à-dire qu'on va trouver un peu partout dans le Pacifique. Donc on a une sous-espèce, pour l'instant sous-espèce de héron strié. Donc il faut savoir que celle-ci elle est en danger critique d'extinction. Il resterait à peu près que 70 individus en Polynésie, plus peut-être quelques-uns ici, mais à savoir s'ils étaient seulement de passage ou pas. Mais voilà, vraiment seulement à Tahiti. On a le canard à sourcils, que vous avez sûrement aperçu déjà. Lui, il est en régression à cause de la destruction des zones humides. On a l'hirondelle de Tahiti et on a l'aigrette sacrée, donc qui peut être à la fois un peu brune-violette comme ici, mais aussi toute blanche ou des deux couleurs à la fois. C'est la même espèce. Faut savoir que le taux d'extinction naturelle sur les îles, il est très faible en général et va dépendre en fait de la taille des îles et de la densité des îles. Et ça va aussi dépendre en fait des périodes glaciaires et interglaciaires, ce qui fait que quand on parle réchauffement climatique, ça parle d'autant plus pour ce taux d'extinction-là, puisque si on prend les espèces en fait qui vivent sur les atolls, eh ben, elles vont être très sensibles en fait à la montée des eaux. Mais la proximité, par exemple, d'atolls surélevés comme Makatea peut servir de refuge à ces espèces pendant que les atolls sont engloutis et permettre une recolonisation future en fait quand le niveau de la mer baisse. Mais il faut savoir que les taux d'extinction à cause de l'homme, lui par contre, il est extrêmement élevé. Ce qui n'est pas forcément surprenant, quand un prédateur arrive dans un milieu sans prédateur, automatiquement, en général, les espèces sont quand même assez faciles à attraper pour la consommation, puisque de nombreuses espèces servaient d'alimentation, car elles étaient peu craintives. Faut savoir que, par exemple, au niveau des premiers peuplements en Polynésie, il y a à peu près, Polynésie de l'Est, il y a à peu près 80% des oiseaux qui ont disparu à cette période. C'est aussi à cette période que les forêts ont été très très modifiées. La forêt actuelle n'a plus rien à voir avec la forêt originelle, ce qui est normal en même temps puisque on a quand même de grandes chances de mourir si on mange des plantes qu'on ne connaît pas. Donc à l'époque, il valait quand même mieux voyager avec les plantes qu'on connaît. Et puis ça avait une incidence, mais c'est comme ça malheureusement. Puis il y a eu l'introduction de nouveaux prédateurs comme le rat polynésien, le chien ou le cochon. Et puis ils sont aussi arrivés avec les poulets qui mangeaient à l'époque. Maintenant ils ont la vie cool à Montréal, mais à cette époque-là ils devaient un peu plus se cacher. Et puis à cette époque-là, malgré le taux d'extinction important, il y avait quand même une place de l'oiseau extrêmement importante dans la culture en Polynésie, que ce soit comme animal de compagnie avec les loris ou les plumes, notamment les plumes rouges pour les parures. Certains oiseaux étaient quand même sacrés et assuraient une connexion potentielle avec les dieux. Apparemment, il y avait des espaces dédiés pour les martins chasseurs sur certains marais. L'exemple le plus connu, c'est qu'ils étaient très utiles à la pêche et à la navigation. Ils servaient à l'alimentation. Les frégates, et c'est toujours le cas si vous les observez, elles étaient souvent utilisées pour la météo. Quand elles volent bas, c'est qu'un gros coup de vent arrive. Donc si vous avez observé le week-end dernier les frégates, vous les avez peut-être vues voler très bas le long de la côte de Montréal. Normal, il y avait le coup de vent qui arrivait. C'est un oiseau qui est aussi assez facilement domesticable, il paraît, et qui était utilisé un peu comme pigeon voyageur aux marquises. C'est quelque chose qui est assez incroyable, je ne sais pas du tout comment l'user, mais ils me l'ont redit encore récemment et c'est assez fou. Et puis le pluvier fauve, par exemple, lui, il servait d'alerte en fait en cas d'attaque par son chant, tout simplement. Et c'est qu'une part infime de ce que représentait l'oiseau dans la culture polynésienne. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir le petit livre qui est ici présent. Et puis après, on est arrivé, les Européens sont arrivés en Polynésie, et il faut savoir que là, il y a environ 10 à 20% d'oiseaux supplémentaires qui sont arrivés, qui se sont éteints. On a introduit du coup le rat noir, qui est absolument catastrophique pour les oiseaux actuellement, et le rat norvégien. On a introduit les chats. Si vous lisez le journal de bord de Wallis, vous voyez qu'à la fin, avant de partir de Tahiti, ils offrent une chatte gestante, tout en ayant décrit juste avant de magnifiques perroquets, donc on peut imaginer le désastre. Et puis tous les grands herbivores. Il faut savoir qu'en Polynésie,
Théoriquement, il n'y avait pas de mammifères du tout. Je dis bien théoriquement parce qu'il y aurait un squelette de chauve-souris qui aurait été retrouvé dans une grotte de Rurutu, mais on ne sait pas si c'était un cadeau entre Polynésiens ou si c'était une présence naturelle, sachant qu'il y a des chauves-souris en Polynésie de l'Ouest. Puis on a introduit de nombreux oiseaux. Il faut savoir que la plupart des oiseaux que vous voyez autour de vous, en fait, c'est des oiseaux qui vont être introduits. Donc ils sont tout mignons comme ça pour certains. Moi, je les trouve très beaux, mais le problème, c'est qu'ils induisent quand même pas mal de problèmes sur les écosystèmes insulaires, notamment avec la compétition pour la nourriture ou pour l'espace, ou pour la prédation, avec le busard de Gould, par exemple, ou le grand-duc d'Amérique aux Marquises. Et puis, ça a aussi apporté les maladies, le paludisme et la variole aviaire. Donc, rassurez-vous, vous ne pouvez pas encore l'attraper à moins d'une mutation, mais ça touche les oiseaux et ça a décimé de très nombreuses espèces, malgré des différences entre elles parfois. Quand même un vecteur extrêmement important en fait, d'extinction des oiseaux en Polynésie. Et puis ça continue, ça s'est passé dans le passé, mais ça continue actuellement. La fragmentation de l'habitat pour l'agriculture, les cocoteraies qui sont des très belles forêts, mais qui sont un peu des forêts mortes quand on les regarde de plus près. L'urbanisation, si on prend Moorea, des projets, il y en a absolument partout, et malgré le fait que les oiseaux soient quand même inscrits au code de l'environnement polynésien pour la protection, tout le monde s'en fout qu'on va construire une maison, et ils ne sont pas assez pris en compte dans les jardins pour garder les vieux arbres et dans les plans d'urbanisation. L'histoire particulière de la Polynésie, c'est aussi les essais nucléaires qui ont rayé de la carte temporairement ou pas certaines populations. Les oiseaux marins sont potentiellement revenus par la suite. Certains oiseaux terrestres ont disparu des motus où il y a eu ces essais. Et donc voilà. Mais du coup, au début, je vous disais qu'il y avait plus de diversité à l'ouest qu'à l'est. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est essayer de regarder comment, en fait, étaient ces îles, en fait, avant que beaucoup d'espèces disparaissent. Donc, j'ai moins de diversité, en général, un genre par île, etc., etc. Mais quand on regarde, en fait, ce qu'il y avait avant, on se rend compte, en fait, qu'il y a déjà juste avec ces représentations-là, donc c'est des représentations, quand même, dans leur majorité, c'était ce qu'il y avait, à part le lori ici, c'était ce qu'il y avait à l'arrivée des Européens. Il y avait déjà plus d'espèces de monarques, il y avait encore les grandes perruches, il y avait des rousserolles, si on prend la rousserolle de Moorea, il y en avait encore une, celle-ci elle n'a pas été vue depuis 1987, donc on ne sait jamais, on pourrait peut-être la retrouver, je lance un appel, si vous voyez une rousserolle sur votre terrain, faites remonter l'info, ou invitez-nous sur les terrains pour essayer de prospecter, parce que c'est aussi un problème en Polynésie. Beaucoup de terrains étant privés, c'est difficile d'avoir accès et de faire de la prospection efficace. Mais donc voilà, il y avait beaucoup plus d'espèces, et puis un genre par île, c'était pas forcément valable, puisqu'on pouvait retrouver plusieurs espèces de pigeons, par exemple, sur une même île. Et puis voilà ce qu'on a à peu près maintenant. On a le lori qui subsiste encore sur quelques atolls dans la société, mais globalement, tout a disparu, que ce soit à cause de la modification du milieu, des maladies ou de la chasse ou des espèces introduites. Et c'est pas fini, malheureusement, ça fait que ça s'accélère parfois. Si on prend les monarques, par exemple, ce qui était vraiment super cool, c'est qu'il y avait plein d'espèces de monarques différentes sur toutes les îles aux Marquises. Il y a eu un article récemment dans le magazine de BirdLife où, en gros, c'était un peu le royaume pour ces oiseaux ici. Mais malheureusement, quand on regarde près des petites légendes, il y a beaucoup éteint. Mais on peut encore en sauver. Si je prends ici ce magnifique petit monarque de Fatouiva, n'hésitez pas à aller là, mais j'en reparle juste après. Il en reste environ à peu près 18 à 4 à 5 couples reproducteurs, donc c'est extrêmement urgent. Caroline en parlera également beaucoup plus en détail, et ainsi que toutes les actions qui ont aidé à maintenir en fait des oiseaux endémiques sur nos îles actuellement. Mais voilà, il reste de l'espoir. Si on va à Tahiti ou à Moorea, on peut encore voir des oiseaux endémiques, donc il ne faut pas déprimer.
faut par contre tout faire pour réussir à les sauver. Il y a notamment de plus en plus de campagnes d'éradication des espèces introduites et de restauration des milieux. Il y a aussi de plus en plus un réseau de sauvetage des oiseaux qui se développe un peu partout en Polynésie. Et puis voilà, donc du coup, si vous voulez faire quelque chose en fait pour les oiseaux de Polynésie, déjà il faut adhérer au maximum aux associations et s'impliquer en fait dans la vie associative. Faut également s'impliquer, que ce soit dans des programmes participatifs sur le terrain ou sur Internet, puisque l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ce site après la conférence pour aider le monarque de Fatouiva. Faut s'impliquer aussi en faisant de la science participative, parce qu'au final, quand on regarde, il y a très peu de données ornithologiques pour la plupart des espèces. Donc par exemple, si vous créez un compte sur le site qui s'appelle eBird, vous pouvez rentrer en fait vos données ornithologiques qui sont récupérées par la suite, et ça permet d'avoir en fait de meilleures estimations en fait de l'état des populations actuelles d'oiseaux qu'on a en Polynésie. Et puis je considère en fait qu'on protège que ce qu'on aime et on n'aime que ce qu'on se connaît. Donc en plus des sorties nature, je vous conseille de la lecture. Donc il y a un livre un peu plus ancien, un peu moins abordable et qui est en anglais, qui est très bien, qui traite de toute la Polynésie de l'Est. Et il y a un livre très bien qui est présent ici actuellement, qui traite de la Polynésie française avec tous les aspects que vous pouvez savoir et très facilement accessible. Qui est à lire, et vous serez un collab sur les oiseaux de Polynésie après celui-là. Donc voilà, je vais laisser Caroline parler, et beaucoup d'oiseaux en fait lui doivent leur survie actuellement. Donc voilà. Merci Alexandre et bravo. Je pense qu'il y aura des redites, mais comme ça va bien vous rentrer dans la tête. Donc c'est beaucoup plus personnel ce que je vais raconter parce que je vais présenter en fait qu'est-ce qu'il y a derrière donc ce livre que j'ai rédigé sur les oiseaux de Polynésie française. Donc voilà, je travaille pour l'association Manou depuis 1998 avec 7 ans passés en métropole entre-temps. Et donc, je suis docteur vétérinaire, docteur en sciences, et je suis lauréate de la fondation Marcel Bechtel-Blanchet pour la vocation, parce que quand j'étais petite, j'avais tellement honte des espèces qui disparaissaient à cause de l'homme, du dodo, et des histoires comme ça. En fait, j'avais des encyclopédies des animaux chez moi, et dès qu'il y avait des histoires d'animaux disparus à cause de l'homme, j'avais vraiment honte d'être humaine et volonté de faire quelque chose, de changer les choses. Et donc, j'ai eu ce fameux prix dont je me suis servi d'ailleurs pour aller à la recherche d'un oiseau dont je vous parlerai bientôt. Voilà. Donc la Polynésie, c'est un territoire dont la biodiversité terrestre est très très menacée. Alors on ne s'en rend pas compte parce qu'on a les yeux tournés vers la mer, mais on a bien les pieds plantés sur la terre. Et sur cette terre, ça se passe très très mal. En Polynésie, donc, il y a 50 espèces d'oiseaux qui ont disparu. Dans mon livre, vous les trouvez énumérées vers la fin. Et puis, 70% de ces oiseaux terrestres endémiques sont menacés. Mais il y a aussi la moitié des plantes endémiques qui sont menacées. Donc, j'ai un magnifique livre aussi pour illustrer les plantes. Alors pourquoi est-ce qu'ils disparaissent? Donc ça va être un petit peu une redite, excusez-moi. Alors ces oiseaux sont confiants. Là, vous voyez, c'est un petit monarque de Tahiti qu'on avait bagué avec Thomas. Et en fait, au lieu de partir, il a posé. Il est resté un quart d'heure sur le doigt. Donc tout le monde a sorti son appareil photo, l'a mitraillé, pour vous dire à quel point ils sont confiants. Et on a aussi des photos avec des bénévoles qui viennent avec nous dans les vallées, qui tendent leur bâton et hop, le petit monarque se pose dessus. Alors c'est les petits qui sont comme ça naïfs. Et d'ailleurs, je m'en suis souvent servi pour avoir des nouveaux adhérents fous d'amour pour m'aider, pour sauver les monarques. Je leur disais, oh, va là-bas, dans ce coin-là, tu me diras ce que tu as vu comme oiseau. Et puis alors je les revoyais, ils me regardaient avec un air complètement idiot. Ils m'ont dit, oh, tu ne devineras jamais ce que j'ai rencontré. J'étais, ah bon, mais quoi? Ben oui, le petit monarque était venu les voir. Parce qu'en fait, c'est ça, ces oiseaux de Polynésie française, comme ils ont vécu des milliers d'années sans prédateurs, eh ben, ils sont confiants. Ils disent, Yorana, ils viennent te voir sur leur territoire et des fois avec des comportements très très
très incroyables. Et ça, c'est lié à l'insularité. Il faut savoir qu'on a devant nous des êtres qui vivent depuis des millions d'années sans prédateurs et qu'on est arrivé avec un cortège de calamités pour eux. Voilà, donc pour eux, quand ils s'adaptent à l'insularité, ils diminuent leur ponte. La plupart des pontes sont de un seul œuf. Et puis la perte de capacité de vol aussi, ça c'est une grosse trouvaille de l'adaptation milieu insulaire qui a très très bien marché pour tous les râles. On a plus d'une dizaine d'espèces de râles qui ont disparu ici en Polynésie. Alors donc ils disparaissent principalement à cause des espèces exotiques envahissantes. Là, ce que vous voyez là, c'est un merle des Moluques en train de manger une chauve-souris. Donc c'est des bestioles très agressives. Moi je les voyais avec le monarque de Tahiti. Il y en avait un qui arrivait sur le nid, il se faisait chasser par le couple, il revenait à 2, il se faisait chasser, il revenait à 3 et ils sont arrivés jusqu'à 5, jusqu'à arriver à manger les petits. Donc c'est très très agressif le merle des Moluques. Bon, le rat noir, on connaît l'histoire. Et puis là, vous voyez, ça c'est une peinture de Gauguin que j'ai malheureusement pas pu mettre dans le livre parce que c'est difficile d'avoir des peintures de Gauguin reproduites dans un ouvrage. Et donc on voit un chien avec ce qui devait être un magnifique râle présent à l'époque sur Ivaoa et qui a disparu. Alors, pourquoi c'est si difficile de sauver ces oiseaux de Polynésie ? D'abord parce que la conservation, c'est un concept nouveau ici. Donc en plus, parce que les Polynésiens regardent la mer et oublient la terre. Et puis, techniquement, le pays ne couvre que 20 à 30% des dépenses de la SOPMANU par an. Donc l'argent manque, mais c'est vital, c'est le nerf de la guerre, on le sait bien. Pour vous parler des aspects les moins passionnants de mon travail, j'avais calculé, donc entre 2011 et 2016, que j'avais réussi à rassembler 7 fois mon salaire par mois pour faire la différence, pour essayer de faire que ces espèces arrêtent de disparaître. Donc là, c'est un petit peu des exemples de ce que j'avais fait comme recherche de financement et obtenu. Mais pour chaque financement obtenu, il y a 10 demandes de financement rédigées. Donc c'est un énorme travail. Et quand on a les sous, il faut faire la sauvegarde et puis après, il faut faire les rapports. Donc c'est un travail de titan et on est, ma foi, à l'association Manu, souvent très très épuisé, même si on est content de nous. Voilà, donc ça c'est ma plus belle récompense, c'est la sauvegarde du monarque de Tahiti. Donc quand j'ai commencé en 1998, je vous le dirai ça après, mais voilà. Donc en gros, le monarque de Tahiti, donc les adultes de plus de 4 ans sont entièrement noirs, mais attention, d'un beau noir brillant. Et les jeunes sont orange, et donc ils sont très innocents. On ne les trouve plus que dans 3 vallées de l'Est, de l'ouest de Tahiti. Et avant, il y en avait 4, dans 4 vallées. On n'a pas réussi à sauver la population de Rofero, malheureusement. Donc, elle faisait face à un faible nombre de survivants, parce que quand j'ai commencé mes travaux, en fait, on connaissait à l'association Manu que 12 oiseaux. Donc, j'ai parcouru une quinzaine de vallées, j'en ai retrouvé 7 de plus. Mais par contre, seulement 7 de plus qui pouvaient être protégés, parce qu'il y avait des oiseaux qui passaient au-dessus d'une zone complètement inaccessible, qu'on a réussi depuis à franchir. Et ça veut dire qu'une fois par mois, je prends mon petit matériel de spéléologie et hop, je suis obligée d'aller voir les monarques en franchissant 5 falaises de 10 à 20 mètres de haut. Donc le monarque m'a fait du bien aussi physiquement. Alors, cette espèce, donc le monarque de Tahiti, faisait face à 10 des 100 espèces les plus invasives de la planète. Et puis, elle avait, pour compliquer les choses, un potentiel de reproduction très très bas. C'est-à-dire que quand ils font un nid et qu'ils décident de se reproduire, ils ne pondent qu'un seul œuf et donc ils ne font qu'un seul petit. Presque la moitié des nids sont abandonnés après être construits sans faire plus d'efforts de reproduction. Donc le couple a construit un nid, c'est magnifique, et il arrête là. Donc la moitié des nids abandonnés et plusieurs mois de soins parentaux. C'est-à-dire qu'ils font une fausse incubation, donc des fois ils occupent un nid pendant 3 mois avant de se décider à pondre, et puis des fois ils l'abandonnent, on ne sait pas trop. C'est vraiment une reproduction très incroyable. Donc on a fait, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a protégé les nids des rongeurs. Donc là, vous voyez Laurent en train de
de changer donc une station de dératisation. Et là, vous voyez toutes les stations qu'on a mises dans la vallée. Et là, c'était les premiers territoires de monarques, de 2009, hein, parce qu'il n'y en avait que 2 dans cette vallée, 2 territoires seulement à l'époque. Là, il y en avait déjà encore un petit peu plus en 2009. Mais malgré tous ces efforts, on avait une croissance de la population que de 1% par an. Après, on a quand même commencé à changer complètement les choses à partir du moment où on a réussi à impliquer la population. Ça a été la clé d'un succès phénoménal. Alors, la première personne, évidemment, qu'on a impliquée, c'était les propriétaires terriens. En fait, on les a envoyés aux îles Cook, on a fait un échange d'expériences où on leur a montré que c'était possible de conserver leurs terres en sauvant une espèce endémique et en tirant des ressources. Là, en l'occurrence, tous ces personnes des îles Cook, en fait, ils ont une bourse avec les visites ornithologiques qui sont menées. Et cette bourse leur permet de payer, alors en tout cas aux familles pauvres, des études pour leurs enfants. Voilà. Donc il n'y a pas d'argent pour tout le monde, hein. C'est pas un gros gâteau la conservation, mais bien orienté comme ça leur a permis de faire ça. Puis aussi il y a eu des plantations de santal énormes qui ont été faites pour ces familles et qui leur ont permis donc de valoriser leurs terres tout en conservant l'oiseau. Donc on a montré ça à nos amis propriétaires terriens des monarques. Et suite à ça, ils ont signé un agrément pour nous permettre au moins de sauver les monarques pendant 10 ans. Donc voilà, ça c'est l'échange d'expériences qui a eu lieu. C'était vraiment un moment très très chouette et très très gai. Et puis donc la signature, alors lui, pour vous dire la petite histoire, quand je l'ai rencontré, il avait un coupe-coupe et il courait après Thomas pour le décapiter, parce qu'il avait l'impression qu'on était en train d'empoisonner ses enfants avec le raticide. Donc là, ça a été un grand succès, Pitot en train de signer la convention pour nous aider à sauver les monarques grâce à cet échange d'expériences. Alors, deuxièmement, on a sollicité les voisins. En fait, ils ont été entraînés à la capture des merles et des bulbuls. On a une espagnole extraordinaire, Susana Saavedra, qui est venue apprendre à nos riverains à piéger les merles et les bulbuls. Et depuis qu'elle est partie, donc ça fait presque maintenant 12 ans, on a continué ces piégeages. Donc il y a plus de 10 000 oiseaux. Alors c'est terrible ce que je vais vous dire, parce que pour sauver un oiseau, on en tue. Mais c'est le paradoxe que j'assume complètement. Ces oiseaux, je n'ai rien contre eux. On essaye de les traiter très très humainement quand ils servent d'oiseaux de leurre. Mais ces oiseaux ne sont pas à leur place. Et en fait, il y en a des centaines de milliers dans le monde. Le merle des Moluques, par exemple, moi avant je travaillais sur l'oryx d'Arabie. En arrivant en Arabie Saoudite pour un congrès, la première chose que j'ai vue, c'est un merle des Moluques sur les tarmacs. Donc c'est des oiseaux qui se répandent partout dans le monde et qui sont très agressifs. Et par exemple aussi, le bulbul, lui, il a voyagé en Polynésie à l'aide donc des Indiens, parce que quand ils n'avaient pas le droit de faire des combats de coqs, en fait, ils amenaient les bulbuls, parce que vous mettez 2 bulbuls ensemble dans une cage, ils se battent à mort. Donc voilà, ils utilisaient ça pour faire des paris qui n'étaient pas interdits quand on interdisait les combats de coqs. Voilà, donc c'était très rigolo. On avait fait donc des ateliers pour faire les cages et des petits t-shirts Attrapez-moi qui avaient beaucoup de succès pour les filles. Voilà. Alors, après, on a commencé à intégrer les adultes et les enfants. Donc, on faisait des pépinières dans les écoles. Alors, je dis on faisait parce que nous, malheureusement, on est en face à une telle crise écologique, à une telle urgence écologique qu'on n'a pas le temps, en fait, ni de bien communiquer sur nos actions, ni d'apprendre aux enfants ce qui se passe sur leur planète et de les enseigner. Ce sera mon prochain gros combat, les enfants, pour que demain soit différent. Et donc, ça a eu beaucoup de succès, ça a beaucoup plu. Et puis, nous avons enfin franchi les falaises de Maroapo. Donc là, ça, c'est Thomas en train de prendre le contrôle d'une des falaises pour vous dire à quel point c'était impressionnant quand je suis revenue de Polynésie. Et voilà le résultat. En 2022, on a eu 125 adultes et 21 poussins. Et puis donc là, cette année, on en a 136. Désolée, la présentation est un peu vieille. Et puis en 2016, on a découvert que la petite fourmi de feu était retrouvée sur 80 hectares aux portes des forêts à Monarque. Alors ça a été vraiment une plaie pour nous parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'elle avait colonisé une forêt et 3 territoires de Monarque et que les 3 territoires de Monarque avaient été désertés. Donc on s'est dit, si on ne fait pas
Si on fait rien, ben, les monarques vont pas pouvoir rester. Et en particulier, là, vous voyez, cette falaise de Te Maruata était contaminée jusqu'en bas, sur plus de 300 mètres de large. Et là, c'est toutes les colonies de fourmis de feu sur lesquelles on a dû faire des actions. Et ça, c'est les projections, parce qu'en fait, on a aussi pu calculer qu'elles progressaient de 50 mètres par an dans toutes les directions. Donc ça, c'est les projections si on n'avait rien fait. Donc il a fallu, après avoir appris à tuer les rats, tuer les oiseaux introduits, il a fallu aussi que j'apprenne à lutter contre les fourmis. Et donc... c'est des fourmis qui se reproduisent en fait en se clonant. Les reines se clonent les unes les autres. Et donc j'ai appelé ça la guerre des clones qui a commencé. Et pour traiter cette falaise, on a fait appel à des épandages par drone, donc de fourmicides. Et ça a très très bien marché puisque plus de 3 ans après, on n'avait plus de fourmis dans la falaise. Donc là, c'était en 2015-2016 quand on a commencé les travaux. Après 2019, 2020 et 2021, on s'est retrouvés comme ça. Alors là, cette année, c'est très très triste ce qui se passe parce qu'il y a des gens qui ont fait venir dans cette zone-là, ils ont rajouté de la terre, on ne sait pas trop quand. Et donc ça a suivi une rugole et ça a recontaminé la falaise sur une petite zone, donc c'est moins catastrophique qu'avant. Mais voilà, c'est reparti et on a fait donc un bilan là, on vient de le terminer sur toute la zone grâce à un financement OFB. Et on a retrouvé 4 petits départs de fourmis de feu. Donc les fourmis de feu, c'est vraiment très vicieux. Ça arrive dans vos pots de fleurs, ça arrive dans la terre aussi, dans les cailloux. Et il ne faut pas hésiter à faire des tests avec du beurre de cacahuète ou alors à acheter un petit paquet de Misty et à traiter très vite. Parce que quand c'est le démarrage, vous vous en débarrassez tout de suite. Mais si vous la laissez s'installer, ça peut atteindre des densités de 80 reines par mètre carré. Et après, ça vous tombe dessus des arbres, ça devient l'enfer. La vie est assez horrible. Voilà. En 2021, nous avons aussi traité 3 autres colonies. Donc là aussi, on en est à l'heure du bilan. Et pour l'instant, là, par exemple, toute cette zone-là, on a le G3, maintenant, il n'y a plus de fourmis. Donc ça a bien marché. On est en train de continuer notre inventaire. Notamment, justement, là, c'est une colonie qui avait été découverte en dernier instant de 8 hectares. Et juste au-dessus donc de Maruapo, mais du fond de Maruapo, là où il y avait vraiment la moitié de la population de monarques qui vivait, donc c'était la catastrophe. Donc ça aussi, ça a été traité par drone. Et puis là, par exemple, on a refait tout ça, par exemple, là, juste là, il y a même pas 2 jours, on a fini cet inventaire-là, il n'y en a plus dans cette zone-là. Donc les traitements par drone, ça a l'air de bien marcher, mais bon, c'est vraiment... ça a marché dans la falaise, il faut voir si ça marche ailleurs. On n'est pas sûr d'avoir une solution, mais on l'espère bien. Voilà, donc en fait, après, on a mis des panneaux aussi dans toutes les servitudes et le plus possible pour que les gens nous contactent en cas de soupçon, pour qu'on puisse traiter la chose avant que ça devienne grave. Parce qu'une toute petite infestation, je vous dis, en un coup, 2-3 traitements, on s'en débarrasse. Alors que quand c'est plusieurs hectares, là, c'est tout un autre truc. Mais par contre, il n'y a aucune fatalité. Vous pouvez vraiment essayer de vous retrousser les manches. La fourmi de feu, c'est un animal social. On peut s'en débarrasser à condition d'être plus social qu'elle. Voilà. Ah oui, ça aussi c'est très important. Si vous êtes chez vous, vous voulez faire un test, vous mettez donc un petit bâtonnet pendant une demi-heure sur vos plantes ou vos matériaux donc de terre. Et puis vous allez voir, c'est une fourmi qui a la particularité, vous voyez, de se mettre plutôt sur le côté et très très peu sur le beurre de cacahuète. Et donc aussi le test ultime, c'est que vous la prenez, vous la mettez sur votre coude comme ça, puis vous refermez, et si ça pique très fort, c'est une fourmi de feu, et il faut traiter votre plante au plus vite, et ne surtout pas faire l'autruche en mettant la tête sous la terre, ça marche pas. Alors, j'ai aussi participé à bien d'autres sauvetages, donc là, on va repartir aux Marquises. Donc en 2002-2003, j'ai initié le transfert des houpés sur Wauka. Donc en fait, le carpophage des Marquises, c'était à l'époque, il était classé en danger critique d'extinction parce qu'il était chassé sur cette île de Nukuiva, où on ne savait pas en fait qu'il était endémique. Tout le monde pensait qu'il y en avait partout, les houpés. Et donc on les trouvait vraiment que dans les zones les plus reculées de l'île. Donc on a transféré 5 adultes en 2000 qui ont été rejoints par 4 adultes en 2003.
donc de Nukuiva à Wauka. Et en fait, ça a très bien marché, cette opération, surtout parce que à la deuxième opération, les gens n'étaient plus du tout d'accord de Nukuiva. Ils avaient réalisé que c'était un pigeon endémique et ils n'étaient plus du tout d'accord pour qu'on les transfère. Ils étaient là, mais c'est notre pigeon. Alors on était là, oui, mais excusez-nous, mais arrêtez de le manger. Alors comme ça, vous verrez bien. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Il y a eu vraiment une prise de conscience de cet endémisme et du coup, on a sauvé l'espèce parce que là, Wauka, j'y suis allée il y a 6 mois. On a retrouvé 31 houpés, on en a compté 31 houpés. Et sur Nukuiva, en fait, j'étais à Taiohae, rien qu'en allant par là à pied, il y en avait partout. À Tapuivaï, après j'ai fait cette route-là, par là jusqu'à Atiéou, j'en ai vu une trentaine de la voiture, sans descendre, sans les compter spécialement, rien qu'en passant le nez à la fenêtre. Donc ça a vraiment donc marché et l'espèce n'est plus qu'en danger d'extinction, ce qui est quand même un super projet. Enfin, super progrès. Alors, j'ai aussi mené le projet Tutururu. Donc ça, c'était avec ma bourse de vocation Marcel Blochet pour la vocation. Donc en fait, quand je suis arrivée donc, en 98, les Tutururu de Rangiroa avaient été lessivés par la houle. Donc elles étaient connues sur un petit motu et elles avaient disparu de ce motu. On était très inquiets. Donc je suis partie avec 4 étudiants et puis on a exploré donc, des îles au centre et au sud des Tuamotu, qui était connue anciennement, c'était une expédition en 1925 qui avait fait à peu près ce constat, qui était connue à l'époque sur ces îles-là et puis qui n'avait plus été explorée depuis. Et donc je cherchais cet oiseau-là, et puis quand je les ai trouvés, je suis tombée sur un oiseau perché dans un arbre qui ressemblait pas du tout à la gravure. J'étais là, mince, j'ai trouvé un oiseau, mais c'est pas le Tutururu. Puis après, j'ai vu le mâle arriver, je me suis dit, ah oui, si, j'ai bien trouvé le Tutururu, mais voilà, je cherchais ça et j'ai trouvé ça. Donc, et en plus, c'était la dernière île visitée. Et puis pour la petite histoire, j'ai perdu mes étudiants les uns après les autres. C'est-à-dire que la première étudiante, celle que j'avais envoyée en Angleterre pour se former, une Polynésienne, alors elle avait eu la totale formation pour compter les oiseaux, machin et tout. Quand elle a vu le bateau, en fait, c'était un Potimarara avec 10 fûts d'essence et il fallait être à Califourchon sur les fûts d'essence pour partir. Elle a pleuré, elle a dit « Je veux rentrer à Tahiti, je vais appeler mon papa ». Elle a appelé son papa, elle est rentrée. Elle n'est pas venue avec nous. Donc il me restait 2 étudiants. Le deuxième étudiant, en fait, il était super content d'être dans les îles. C'était un fou du coucou, puis il l'avait super bien aiguisé. Et en fait, le coucou était tellement aiguisé qu'il a traversé son étui et il s'est retrouvé avec le coupe-coupe dans le pied. On a été obligé de les vassaner. Et puis le dernier étudiant, en fait, lui, il a vu arriver, parce que comme l'expédition n'avait plus de membres pour chercher les Tutururu, il n'y avait plus beaucoup de monde. Donc le capitaine du bateau a dit « T'inquiète pas, Caroline, je vais chercher des gens ». Et il a ramené 3 magnifiques rérés, adorables, exceptionnels, de 2 mètres de haut. Et mon étudiant, il m'a dit « Caroline, ça va mal finir cette histoire, je marche avec toi, je suis tout le temps avec toi, tu ne me quittes jamais ». Il a eu très très peur des rérés. Et donc du coup, les rérés cherchaient de leur côté, et puis moi du mien avec mon étudiant, et puis il a fini par partir. Et après, donc pour la deuxième expédition, je me suis retrouvée dans une île, en fait, qui était l'île de Tenania, où il y avait 40 mecs qui n'avaient pas vu de femme depuis 6 mois, qui faisaient du copra. Et en fait, ils ont été absolument adorables. C'était une communauté chrétienne. Ils priaient tous les soirs. Ils m'ont posé absolument aucun problème. Le seul problème que j'avais, c'est qu'ils ne voulaient pas m'emmener à Tenararo. Mais j'ai fini par négocier et j'ai réussi. C'était très compliqué, ces histoires-là. Mais bref, j'ai réussi à retrouver dans la dernière île visitée quand même cette fameuse Tutururu. Et là aussi, c'est là où j'ai vraiment halluciné. Quand on vous dit que le comportement de ces oiseaux est confiant, il y avait le magnifique titi aussi qui est présent. Alors le titi, donc c'est un oiseau, c'est pas secret pourquoi il s'appelle titi, c'est parce qu'il fait titi tout le temps et vous l'apprenez très très vite quand vous le rencontrez. Et l'île de Tenararo est bourrée de titi, il y en a à peu près 500. C'est presque de la surpopulation, certainement. Et en fait, je sais pas, j'ai dû arriver à une période de reproduction parce qu'ils arrivaient vers moi et ils faisaient des petites cérémonies d'accueil. Et je me retrouvais tout le temps parce qu'ils sont territoriaux, donc ils restent sur leur territoire. Et donc, dès que j'arrivais sur un nouveau territoire, ils arrivaient tous, ils me faisaient la petite cérémonie et tout, et puis hop. Et à la fin de la journée, j'étais là, je comptais les Tutururu, les titis, j'étais à moitié folle. Et voilà, mais voilà, ils accourent.
ils accourent, ils viennent vous voir et ils font une petite danse. Donc quand vous avez un oiseau comme ça, vous dites que la Polynésie, il a un potentiel pour les touristes qui est extraordinaire. Et c'est pas du tout connu, pas du tout utilisé. Et c'est pour ça que ce livre, j'espère, va permettre de donner de très très bonnes idées, parce qu'il faudrait qu'on fasse des sanctuaires dans chaque archipel pour ces oiseaux polynésiens. Et comme ça, quand les touristes veulent les voir, même les Polynésiens, on irait dans ces sanctuaires qui seraient vraiment préservés des espèces envahissantes pour les admirer, profiter de leur innocence et échanger de douces conversations avec eux. Voilà. Alors donc j'ai eu effectivement donc le soutien de la population, et puis j'ai surtout pu participer 15 ans plus tard. Ça c'était ma récompense. Je suis allée avec une équipe internationale, donc Island Conservation notamment, et on a réussi à faire l'éradication donc des rats et des chats sur les îles avoisinantes, et donc pour la première fois de son histoire, la Totororu se rétablit. Alors, pour protéger 4 autres espèces, toutes restreintes à une île unique, j'ai aussi dirigé 2 projets de biosécurité dans ces 2 dernières îles habitées indemnes de rats noirs. On a découvert après que Rapa aussi était indemne de rats noirs, mais je savais que ces 2 îles étaient indemnes de rats noirs. Et donc j'étais très très préoccupée par la possibilité qu'un jour les rats noirs arrivent. Donc je suis allée les enquiquiner en 2012, parce qu'il faut dire qu'en 2002, il y avait eu un naufrage d'un navire qui desservait les Australes, et il s'était échoué sur Imatara. Donc en 2002 déjà, j'étais venue avec mon poison, déposer du raticide en cercle. J'avais fait 10 cercles de raticide autour du bateau, toute seule comme une grande, en me disant que s'il y avait du rat noir à bord, j'allais les empoisonner avec mon cercle de poison. Ça a dû marcher, ou alors il n'y avait pas de rat noir, parce qu'il y a toujours donc, ces oiseaux merveilleux sur Imatara. Mais voilà, c'est quelque chose qui me préoccupait, et j'avais j'avais déjà donné des raticides aux gens avec des stations pour leur dire, voilà, maintenant il faut protéger vos trucs. Quand je reviens 10 ans après, que je revisite ces îles, qu'est-ce que je vois? Il y avait des nids de souris dans les stations de raticides. Donc, je les ai enquiquinés et je ne les ai pas lâchés jusqu'à ce qu'il se passe des choses bien. Donc, en 2012-2014, ils ont été déjà entraînés à protéger les quais à nouveau, à identifier les rats. Donc là, c'était vraiment charmant. On avait piégé des rats et on faisait l'identification avec la population. À mettre du raticide, et j'ai formé des groupes de gestion participative dans les 2 îles, de manière à ce qu'on s'intéresse un peu à la biosécurité dans ces 2 îles où c'était vraiment essentiel. Et puis, ça a été mon gros succès, ça a été l'arrivée des 2 chiens biosécurité. En fait, cette histoire-là, ça a vraiment permis de personnifier par rapport aux habitants des îles, qu'est-ce que c'était que la biosécurité, parce que c'est un nom absolument atroce, la biosécurité, mais si vous voulez vivre dans un milieu insulaire et le respecter, il faut respecter la biosécurité, parce que c'est ça qui sauve les oiseaux endémiques, c'est d'arrêter d'amener n'importe quel être vivant d'un point A à un point B sans se soucier des conséquences malheureusement écologiques dramatiques. Et donc ça a personnifié la biosécurité. Donc il y avait Dora et Whisky, là, vous voyez, c'était un petit peu la joie des gens quand ils sont arrivés, et on a fait de la sensibilisation avec les enfants, etc. Et puis il y a eu 2 ONG donc, qui se sont créées pour gérer la biosécurité et surtout le coût de la biosécurité. Et les chiens, en fait, déjà j'avais choisi exprès des petits chiens, parce que le petit chien est censé vivre longtemps. Whisky m'a fait un peu mentir, mais voilà, ils vivent longtemps, et puis ils sont pas chers à nourrir non plus. Donc j'avais calculé tout ça pour que ça soit des projets soutenables par ces petites ONG en formation. Et ce qui a aussi permis de convaincre les gens, c'est qu'on a trouvé des rongeurs dans les bateaux grâce aux chiens. Et donc, à partir de ce moment-là, la partie aussi était vraiment gagnée. Et les gens des îles se sont rendus compte qu'il y avait vraiment danger. Et puis, il y avait aussi Rimaura, qui était une association exceptionnelle. Là, ils ont, je crois, 350 membres qui protègent, qui adhèrent à l'association Rimaura. Par contre, Veikua était longtemps resté un petit peu derrière. Ils avaient 30 membres et c'était toujours les mêmes un petit peu qui faisaient des efforts pour sauver leurs oiseaux. Et donc, on a eu l'idée d'habiller les danseurs de plumes bleues pour danser le Piiti
au niveau du festival de WAPO, et ça a super bien marché. Et je crois que maintenant, même Macron a été accueilli avec une danseuse de PIT. Ça a très très bien marché. Puis il y a 80 membres maintenant à Veikkoa. Donc ils ont quand même aussi un petit peu ouvert leurs yeux à force de danser le PIT. Et d'ailleurs, la chanson a été extraordinaire du festival. Enfin bref. Voilà. Aujourd'hui, le plus gros challenge de la SOP, c'est de sauver le monarque de Fatouiva de son extinction imminente. Voilà. Commun en 1990, la population a commencé à diminuer à cause du rat noir, du moins le pensait-on. On pensait aussi, et peut-être aussi en grande partie que c'est vrai, que les jeunes femelles disparaissaient à cause des chats. Parce que les femelles, en fait, elles sont plus exploratrices en général chez les passereaux que les mâles. Donc elles vont dans des zones non protégées des chats et puis elles se faisaient manger parce que évidemment elles sont confiantes, elles arrivent, et c'est particulièrement vrai pour le monarque de Fatouiva. Il est incroyablement Yorana, celui-là, c'est dingue. Voilà, et maintenant, actuellement, dans le monde, il reste 5 couples et uniquement dans cette vallée de Omoa. Et on s'est rendu compte, en analysant donc, des frottis de petits poussins trouvés morts sous les nids, parce qu'on trouvait beaucoup de poussins morts comme ça, de façon inexpliquée, qu'il y avait ce parasite-là que vous voyez dans une cellule, donc un érythrocyte, donc c'est un globule rouge de monarque. Et donc là, vous voyez, encore un autre. Alors les cellules, les globules rouges des oiseaux sont nucléés, hein, mais là, il y a 2 noyaux, ce qui n'est pas du tout normal parce qu'il y a un plasmodium. Et en fait, c'est la même souche que ce plasmodium qui a fait disparaître de nombreux oiseaux sur Hawaï, qui a été détecté à Fatouiva. Donc là, franchement, c'est un peu la galère. Donc on a quand même encore de l'espoir de sauver l'espèce parce qu'on lance un très ambitieux programme d'élevage en captivité de l'oiseau, c'est-à-dire qu'on va collecter les œufs dans les nids, on va les élever, et quand on aura trouvé la solution pour la malaria, on va les relâcher. Et la solution pour la malaria, c'est de relâcher des moustiques stérilisés. L'ILM est dans le coup, ils sont d'accord pour nous aider. Merci, merci. Et voilà. Et bref, on n'a pas du tout dit notre dernier mot, on est au contraire plein d'espoir. Là, en ce moment, notre biologiste Maria est en train de se faire former en Australie. Elle est déjà partie à Hawaï pour se former. On a des containers qui sont envoyés pour faire les laboratoires sur Fatouiva. On est en train de monter une cage géante avec des moustiquaires pour pouvoir élever les monarques. Et on n'a vraiment pas du tout dit notre dernier mot. On va se battre jusqu'au bout parce que cet oiseau, il est absolument incroyable. C'est un oiseau qui est capable d'imiter le langage humain. Il y a 5 vieux de l'île qui m'ont raconté que quand ils étaient petits, ils allaient dans leur fapou et tout. Puis comme ils sont comme ça, hein, les marquisiens, ils sont un peu rigolos. Ils voyaient les jeunes monarques arriver, venir les voir, et puis ils les insultaient en marquisien. Il les traitait avec plein de noms d'oiseaux et tout. Et puis, au bout d'un moment, il partait en courant parce que l'oiseau redonnait les insultes. Et donc, ils se faisaient chasser de leur fapou par le monarque. Donc ça, il y a quand même 5 personnes dans le village qui nous ont raconté ça. Et ça, plus l'innocence et tout. Voilà. Donc les leçons apprises par ma vie en Polynésie, c'est que la population doit toujours être impliquée dans la conservation. Et que pour sauver les oiseaux des îles, il faut vraiment traiter plusieurs menaces simultanément. Si on traite que le rat noir, ça ne va pas marcher. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en même temps. J'ai aussi appris, grâce à mes amis des îles, que la volonté de quelques personnes peut changer le monde. Ah oui, un autre truc, vous ne pouvez pas faire de conservation si vous ne croyez pas en l'être humain, au fait qu'il s'améliore, même s'il est imparfait. Il y a aussi un truc qui est important, c'est qu'il faut vivre avec les îles maintenant, et plus à leurs dépens. Et puis aussi, il y a quelque chose de très très bien, c'est que c'est beaucoup plus facile de trouver une solution dans une petite île que sur un continent. Parce que finalement, c'est pas grand-chose de fédérer toute une population. Une fois qu'on a bien tout expliqué, on peut se donner la patate tous ensemble et puis trouver des solutions. Imaginez ça en France, c'est plus dur. Mais par contre, une fois qu'on a trouvé une solution dans notre petite île, eh ben, on peut montrer l'exemple au continent et redresser la tête. Voilà. Quelles sont les priorités de la SOP ? Sauver le monarque de Fatouiva de la malaria aviaire. Créer au moins un sanctuaire pour les oiseaux dans chaque archipel. Trouver l'argent, ça, c'est fini. Voilà.